rappelle qu'il est professeur de cardiologie, rythmologue, interventionnel, il est électrophysiologiste et qu'il a été chef de service de cardiologie à l'hôpital militaire, chef de des soins intensifs cardiologiques aussi. Il est président de la Société marocaine de cardiologie. Il est président élect de la Société marocaine de cardiologie en ce moment. Il est éditeur en chef de la revue de cardiologie marocaine. Et j'arrête là. Donc je te donne la parole et tu vas nous parler de la cardiomyopathie rythmique. Merci, Madame, Monsieur les Présidents. On m'a demandé de traiter la cardiomyopathie rythmique. On m'a demandé de traiter la cardiomyopathie rythmique. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? Je voudrais d'abord vous dire que c'est une histoire ancienne. L'insuffisance cardiaque et les troubles du rythme est une histoire ancienne et que chez un certain groupe de patients, on n'arrive pas, malheureusement, à faire la différence. Est-ce que c'est l'insuffisance cardiaque qui a entraîné la fibrillation atriale, par exemple, ou c'est l'inverse? Et tout le challenge, c'est de faire la part des choses et de relier une insuffisance cardiaque à un trouble du rythme. Parmi ces arythmies qui sont responsables des troubles du rythme, vous allez trouver essentiellement la fibrillation atriale sur laquelle je vais revenir. Mais sachez que ça représente environ 3% des patients qui sont déférés pour une ablation par radiofréquence. Ça représente environ 10% des tachycardies atriales et 20 à 50% des tachycardies permanentes jonctionnelles réciproques sur lesquelles on va revenir avec un peu plus de détails. La fibrillation atriale et les extrasystoles ventriculaires sont connus comme pouvant entraîner des cardiomyopathies dilatées. L'examen clé pour essayer de faire la liaison entre cette insuffisance cardiaque et le trouble du rythme est le Holter rythmique. Le Holter rythmique qui doit être d'abord de plusieurs jours. Ce n'est pas le Holter rythmique de 24 heures, car on doit mettre en évidence que l'arythmie, elle est là tout le temps, et surtout que la charge, elle est importante. L'échocardiographie, elle est importante pour asseoir ce diagnostic, et elle est importante surtout après avoir traité ou ralenti le trouble du rythme, car le diagnostic d'une cardiomyopathie rythmique est de toutes les façons un diagnostic qui est rétrospectif. Comment va se passer cette physiopathologie? Eh bien, cette physiopathologie se passe de la manière suivante. En expérimental, on a pu démontrer que lorsqu'on stimule rapidement le cœur, eh bien, au bout de 7 jours, on va entraîner une détérioration de la matrice extracellulaire. Entre 1 et 3 semaines, eh bien, vous allez commencer à avoir une stimulation du système neuro-hormonal et une activation du système rénino-angiotensine, avec une modification de l'architecture cellulaire. Et enfin, au bout de 3 semaines, eh bien, on aura tous les mécanismes qui sont impliqués dans l'insuffisance cardiaque, en particulier des anomalies de l'entrée et de l'utilisation du calcium. En effet, ces anomalies de l'utilisation de calcium sont permanentes, quel que soit le type de la tachycardie envisagée. Et sachez qu'on peut avoir de la fibrose, et cette fibrose, malheureusement, parfois même lorsque on traite cette arythmie et on restaure une fonction ventriculaire gauche correcte, eh bien cette fibrose risque de rester et de ne pas être enlevée par le fait de retrouver une fonction ventriculaire gauche correcte. Il y a des différences entre les tachycardies, la fibrillation atriale et les extrasystoles ventriculaires. Les mécanismes incriminés dans les extrasystoles ventriculaires, c'est la désynchronisation, c'est la dissociation atrioventriculaire, en plus de l'irrégularité de l'intervalle RR.
En plus de ces mécanismes dans la fibrillation atriale, la perte de la systole atriale intervient dans cette dégradation de la fonction ventriculaire gauche. Le diagnostic, chose très importante, c'est que la fréquence cardiaque qui entraîne ces cardiomyopathies rythmiques, ce n'est pas une fréquence cardiaque très rapide au-delà de 150-160. C'est généralement des fréquences entre 100 à 150 battements par minute, mais leur durée, elle est importante. Cette cardiomyopathie rythmique va s'exprimer par des signes d'insuffisance cardiaque dans 47% des cas, par des palpitations, par des syncopes ou des lipotymies dans 12% des cas, et parfois on n'a pas de symptômes cliniques et la découverte elle est faite par une échocardiographie. L'échocardiographie qui est un examen important qui va montrer une dilatation des cavités cardiaques, souvent le ventricule gauche, parfois une dilatation biventriculaire. Il n'y a pas, c'est un signe important, il n'y a pas d'hypertrophie des parois ventriculaires gauches et souvent au cours du processus de diagnostic et thérapeutique, on aura recours à la résonance magnétique pour essayer justement de comprendre est-ce que c'est une vraie cardiomyopathie dilatée sans substrat ou bien avec substrat. Le Holter rythmique, il est capital. Je dis que au-delà de 2 jours, on peut aller jusqu'à 2 semaines. C'est un Holter qui doit être en 12 dérivations lorsqu'on étudie les extrasystoles pour essayer d'apprécier leur morphologie, leur point d'émergence. Et l'analyse doit être une analyse rigoureuse. Je vais revenir sur ces détails tout à l'heure. Enfin, on parlera de cardiomyopathie rythmique lorsque on aura gagné en fraction d'éjection et lorsque le trouble du rythme par un Holter fait 6 mois après montre qu'il n'y a plus de trouble du rythme ou qu'il y a eu une nette diminution de ce trouble du rythme. Cette cardiomyopathie dilatée va être intéressée par des troubles du rythme au niveau atrial, ventriculaire et jonctionnel. Il faut dire que le POTS ou les tachycardies sinusales inappropriées ne donnent pas de cardiomyopathie rythmique car ce sont des tachycardies intermittentes, par exemple pour le POTS qui se manifeste surtout en position debout. Pour les tachycardies supraventriculaires, vous avez essentiellement la fibrillation atriale et la tachycardie jonctionnelle permanente par rythme réciproque. Et pour les ventriculaires, vous avez essentiellement les extrasystoles ventriculaires. Voici un Holter rythmique et vous voyez sur la courbe ici d'abord que c'est une fréquence qui est relativement homogène, mais surtout en vert, vous voyez en vert clair ici, ces extrasystoles supraventriculaires qui sont répartis sur toute la durée du Holter. Donc ces extrasystoles atriales, je dis bien atriales, lorsqu'ils sont fréquentes, répartis sur toute la journée, toute la nuit, et lorsqu'elles durent longtemps, peuvent donner des cardiomyopathies rythmiques. Donc ce n'est pas ce genre d'extrasystole ou de tachycardie. Regardez ici, il n'y a pas trop de vert, parce qu'il n'y a pas trop d'extrasystole, et ce n'est pas une salve de quelques extrasystoles qui va donner une cardiomyopathie rythmique. Et donc il faut savoir, bien voir cette densité d'extrasystole pour pouvoir rattacher une arythmie à une défaillance ventriculaire gauche. La réentrée sinusale, vous savez, cet arrêt brutal d'un rythme qui paraît sinusal, positif en D2 et négatif en AVR, cet arrêt brutal doit faire évoquer une réentrée intrasinusale parce que normalement, les tachycardies sinusales commencent doucement et s'arrêtent doucement. Les flotteurs atriaux avec des fréquences, comme je vous ai dit, intermédiaires autour de 120-135
peuvent entraîner une cardiomyopathie rythmique. Les fibrillations atriales rapides seront symptomatiques et donc généralement vont pousser à une consultation et donc ne donneront pas ce genre d'insuffisance cardiaque. Par contre, lorsque ces fréquences cardiaques sont autour de 100-110 battements par minute et que ça dure longtemps, eh bien ces fréquences ventriculaires vont décompenser les ventricules gauches, même s'il est sain au départ. La présence de fibrose au niveau du ventricule gauche est capitale. En effet, ce travail a permis de montrer qu'on récupère de manière beaucoup plus importante la fonction ventriculaire gauche au cours d'une fibrillation atriale lorsqu'il n'existe pas de fibrose, par opposition à l'existence de fibrose. Et donc c'est un élément qui est important pour prédire le pronostic et prédire la récupération complète du ventricule gauche. Cette fibrillation atriale, lorsqu'elle est rattachée à l'insuffisance cardiaque, doit être traitée. Et là, ça fait une excellente et une belle indication d'ablation de la fibrillation atriale. Et si on ne peut pas, pour des raisons techniques ou des raisons économiques, eh bien, il faut essayer de ralentir ces fibrillations atriales. Et de toutes les façons, on assistera à une amélioration de la fonction ventriculaire gauche. Les extrasystoles atriales peuvent entraîner une dégradation de la fonction ventriculaire gauche en expérimental, tel que l'a montré ce travail-là, en créant un bigéminisme par stimulation, et il a démontré qu'il y a une dégradation de la fonction ventriculaire gauche. Mais ça se voit également en pratique clinique. Voici un patient qui présente un bigéminisme atrial et l'ablation de ce foyer a permis déjà, au bout de 10 semaines, de récupérer presque une dizaine de points sur la fonction ventriculaire gauche. Les tachycardies ventriculaires en burst, vous savez que ça peut donner une tachycardie, une cardiomyopathie rythmique, et c'est une morphologie particulière de type de retard gauche axe inférieur, c'est-à-dire que c'est une morphologie qui va désynchroniser le ventricule gauche et par conséquent va entraîner une dégradation de sa fonction systolique. Et il est démontré que ces extrasystoles en particulier, plus cette charge des extrasystoles est importante, plus on aura une dégradation du ventricule gauche. Et ça, c'est en expérimental. Et les mêmes données chez les patients qui ont été adressés pour une ablation des extrasystoles ventriculaires, vous regardez qu'à partir de 24% d'une charge des extrasystoles, eh bien, on aura des dégradations de la fonction ventriculaire gauche et que même une dégradation a été obtenue pour des charges autour de 10%. D'ailleurs, c'est le cut-off à partir duquel on doit penser présenter ces patients-là ou leur proposer une thérapeutique radicale. Regardez ici en vert les extrasystoles ventriculaires, regardez vraiment la fréquence et l'étalage sur tout le nictémère des extrasystoles ventriculaires. Ici, ça représente automatiquement plus de 10% parce qu'on a plus de 9400 extrasystoles et ces extrasystoles-là vont prédisposer à faire une cardiomyopathie rythmique. Regardez aussi ce deuxième exemple avec cette fréquence de trigéminisme et de bigéminisme qui est en bleu-violet et ces extrasystoles-là également vont prédisposer à faire des cardiomyopathies rythmiques. Un autre élément également, c'est la taille du QRS, c'est la largeur du QRS. Plus le QRS est fin, moins on aura des cardiomyopathies rythmiques. Et plus le QRS est large, plus on aura des cardiomyopathies rythmiques. Et le chiffre de 150 millisecondes peut prédisposer, lorsque l'extrasystolie dépasse 10%, à une cardiomyopathie rythmique. Ainsi, lorsque on a une cardiopathie, lorsque on a une coronaropathie, une dysplasie, on a une myocardite, lorsqu'on a une franche diminution de la fraction d'éjection, lorsque l'IRM est parlante par une cicatrice, eh bien, c'est très probablement la cardiopathie qui a entraîné les extrasystoles. Par contre, lorsque le cœur est a priori sain, lorsque il n'y a pas de lésion sur l'IRM, pas de lésion significative, lorsque la morphologie est une morphologie qui part de la chambre de chasse
ou de l'épicarde, eh bien, très probablement, ce sont les extrasystoles qui ont entraîné la cardiopathie dilatée. Cette diapositive, elle est importante pour les extrasystoles, car il vous montre quel extrasystole il va falloir cibler. Ce sont généralement des patients qui sont asymptomatiques, qui ont plus de 10% de charge d'extrasystole, dont la durée dure plus de 30 mois, qui ont des extrasystoles qui partent de l'infundibulum, à type de bloc gauche, et on rapproche à ça la stimulation ventriculaire, et qui ont une durée supérieure à 150 millisecondes. L'homme serait également victime, plus que la femme, de ces cardiomyopathies rythmiques secondaires à des extrasystoles ventriculaires, et l'absence de diminution entre le jour et la nuit est un élément également à tenir en compte. Le traitement, eh bien, très peu de place pour le traitement médical. Le traitement, c'est l'ablation qui a un rôle très important. Et vous voyez que ce cas de tachycardie atriale qui évolue depuis 30 ans avec une fraction d'éjection au Simpson qui a été appréciée à 9%, après l'ablation, quelques semaines après, on retrouve une fraction d'éjection vraiment extraordinaire 30 ans après cette tachycardie atriale. Et donc l'ablation reste dans ce cadre-là le gold standard. Chez l'enfant, vous avez les tachycardies atriales dont la fréquence est 2 pour 1, qui sont bien tolérées et qui vont dégrader la fonction ventriculaire gauche. Vous avez les rythmes jonctionnels ectopiques rapides qui se voient également chez l'enfant, mais vous avez surtout la tachycardie jonctionnelle permanente qui se voit dans l'enfance, qui est la cardiopathie rythmique par excellence au niveau jonctionnel, qui va démarrer sans extrasystole, où l'électrocardiogramme est très évocateur, et on va avoir succession quelques QRS normaux avec des salves de tachycardie jonctionnelle. La topographie de ces voies accessoires est le plus souvent postéroceptale, mais on peut les avoir en topographie latérale. Il faut avoir ces tracés dans l'œil. Vous avez des ondes P négatives en D2, D3, VF loin du QRS. La fréquence est généralement inférieure à 150 battements par minute et vous avez typiquement cet aspect de tachycardie, quelques QRS normaux, simple accélération du rythme et démarrage de la tachycardie, ce qui fait que cet aspect-là doit faire évoquer la tachycardie jonctionnelle réciproque. Donc, ces tachycardies, il faut les proposer à l'ablation, et lorsqu'on a une amélioration de la fraction d'éjection ou une normalisation, eh bien, on pourra poser a posteriori le diagnostic de cardiomyopathie rythmique. Et lorsque on n'a pas d'amélioration de la fraction d'éjection, là, c'est une cardiomyopathie non ischémique qui évolue pour son propre compte, et certains auteurs vont classer ces cardiomyopathies qui vont évoluer pour leur propre compte pour essayer de choisir les patients à qui on va proposer un défibrillateur. Enfin, pour terminer, je dirais que c'est une réalité, que ce n'est pas un mythe, que les tachycardies rapides entre 100 et 150 battements par minute, la fibrillation atriale et les extrasystoles sont associées à la genèse d'une cardiopathie dilatée, et qu'elle doit être suspectée en particulier lorsqu'on n'a pas d'étiologie évidente et lorsque l'IRM est négative. L'électrocardiogramme de longue durée est l'examen clé, car elle va montrer la persistance de la tachycardie et la charge de la tachycardie. Et enfin, le diagnostic est rétrospectif lorsqu'on améliore nettement ou on retrouve une fonction ventriculaire gauche normale. Je vous remercie.